Le ciel nocturne vous ment. Chaque étoile que vous apercevez là-haut pourrait abriter des mondes grouillants de vie. Des milliards de planètes tournent dans les profondeurs de l'espace. Et pourtant, le vide est assourdissant. Pas un message, pas un signal, rien. Nous sommes seuls face à un cosmos qui semble mort. Mais comment est-ce possible? Si l'univers foisonne de conditions propices à la vie, où sont passés tous les extraterrestres? C'est la question qui hante les scientifiques depuis plus de 70 ans. Une question si troublante qu'elle porte un nom, le paradoxe de Fermi. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime pour découvrir pourquoi notre solitude cosmique pourrait être le mystère le plus terrifiant de l'humanité. L'été 1950, le Nouveau-Mexique suffoque sous le soleil du désert. Au laboratoire national de Los Alamos, des physiciens discutent autour d'un déjeuner. Parmi eux se trouve Enrico Fermi, un génie qui a contribué à créer la première réaction nucléaire en chaîne. La conversation dérive vers les soucoupes volantes, puis vers la probabilité de vie extraterrestre. Fermi écoute ses collègues spéculer sur l'abondance probable des civilisations dans la galaxie. Puis, soudain, il lâche une question qui brise le bavardage. Mais où sont-ils tous? 4 mots. Une interrogation apparemment innocente. Mais derrière cette simplicité se cache un gouffre qui engloutit toutes nos certitudes. Fermi venait de pointer du doigt une contradiction vertigineuse. Si les civilisations extraterrestres sont si communes, si l'univers a eu des milliards d'années pour les produire, alors notre ciel devrait grouiller de leurs traces. Des signaux radio, des structures titanesques, des vaisseaux, quelque chose, n'importe quoi. Mais non, rien que le vide cosmique. Un vide qui hurle plus fort que n'importe quel message. Imaginez une forêt immense s'étendant à perte de vue. Dans cette forêt, des millions d'arbres, des milliards peut-être. Vous êtes debout au milieu de cette forêt et vous criez de toutes vos forces. Et personne ne répond. Pas un écho, pas un bruissement, rien. Vous êtes le seul être vivant dans cette forêt qui semble pourtant parfaite pour abriter la vie. Voilà le paradoxe de Fermi. Voilà notre situation dans l'univers. Nous crions dans le néant, nous tendons l'oreille, et le cosmos nous renvoie une absence qui glace le sang. Pourquoi? La réponse à cette question pourrait déterminer le destin de l'humanité. Les chiffres sont hallucinants. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Prenez une seconde pour visualiser ça. Si chaque grain de sable d'une plage représentait une étoile, vous auriez besoin de toutes les plages de la Terre pour les compter. Et dans l'univers observable, plus de 2000 milliards de galaxies. Des chiffres qui dépassent l'entendement humain. Des nombres qui transforment notre cerveau en bouillie. Et nous ne parlons même pas encore de planètes. Grâce au télescope spatial Kepler et à ses successeurs, nous savons maintenant que presque chaque étoile possède au moins une planète. Certaines en ont 10, 20, des planètes rocheuses, des géantes gazeuses, des mondes glacés. Et parmi ces mondes innombrables, des milliards se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Cette bande dorée où l'eau peut exister sous forme liquide, où la vie, telle que nous la connaissons, pourrait émerger. Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir 40 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans notre galaxie. 40 milliards de mondes potentiellement habitables à portée de notre propre voisinage cosmique. Et nous n'en avons exploré qu'une poignée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui existe là-haut. Alors pourquoi cette absence totale de contact? Pourquoi cette solitude écrasante? C'est là que commence le vertige. Car si même une infime fraction de ces planètes développait la vie, si même 1 sur 1 million donnait naissance à une civilisation technologique, notre galaxie devrait fourmiller d'intelligence. Des milliers de civilisations, probablement des millions. Et certaines auraient eu des millions, voire des milliards d'années d'avance sur nous pour se développer. Elles devraient être partout, visibles, détectables, impossibles à manquer. Pourtant, nous ne voyons rien. Ce vide n'est pas normal. Il ne peut pas être normal. Quelque chose cloche dans notre raisonnement. Ou alors, quelque chose de très sombre se cache derrière cette absence cosmique. En 1961, un astronome du nom de Frank Drake décida de transformer cette question philosophique en équation mathématique. Il cherchait à estimer le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions communiquer dans notre galaxie. Le résultat fut l'équation de Drake, devenue depuis la deuxième équation la plus célèbre de la science après E égale mc². L'équation ressemble à ceci. Prenez le nombre d'étoiles qui naissent chaque année dans la galaxie, multiplié par la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, multiplié encore par le nombre de planètes par système qui pourraient abriter la vie, puis par la fraction de ces planètes où la vie émerge réellement, ensuite par la fraction où cette vie devient intelligente, puis par la fraction de ces civilisations intelligentes qui développent une technologie de communication détectable, et enfin, multiplié par la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables. Simple, non? Sauf que nous ne connaissons qu'un seul de ces chiffres avec certitude.
Le reste, de pures suppositions. Drake et ses collègues, dont le célèbre Carl Sagan, ont essayé de donner des valeurs à ces paramètres. Leurs estimations optimistes suggéraient qu'il pourrait y avoir 1 million de civilisations communicantes dans la Voie lactée. 1 million. Imaginez 1 million de mondes là-haut, peuplés d'êtres qui se posent les mêmes questions que nous, qui regardent les étoiles et se demandent s'ils sont seuls. Mais même avec des estimations prudentes, conservatrices, les chiffres restent encourageants. Quelques milliers de civilisations, voire quelques centaines au minimum. Et pourtant, le résultat observable est 0. Nous n'avons détecté personne. Pas un seul signal qui soit indiscutablement extraterrestre. Aucune preuve tangible que nous partageons la galaxie avec quelqu'un d'autre. L'équation de Drake nous promet un univers grouillant de vie. La réalité nous offre le vide. Ce décalage est le paradoxe de Fermi dans toute sa terreur. Mais attendez, car les chiffres deviennent encore plus dérangeants quand on considère le temps. L'univers a près de 14 milliards d'années. Notre Soleil, lui, n'a que 4 milliards et demi d'années. Il existe donc des étoiles bien plus anciennes que la nôtre. Des systèmes planétaires qui ont eu des milliards d'années d'avance pour développer la vie. Si une civilisation avait émergé ne serait-ce qu'1 million d'années avant nous, où serait-elle maintenant ? Pensez à ce que l'humanité a accompli en à peine quelques milliers d'années. De la découverte du feu aux fusées spatiales, des grottes aux gratte-ciel, des signaux de fumée à Internet. Tout ça en un battement de cils cosmique. Maintenant, imaginez une civilisation avec 1 million d'années d'avance technologique, ou 10 millions, ou 1 milliard. Que pourrait-il faire ? Que pourrait-il construire ? L'échelle de Kardashev offre un cadre pour y réfléchir. En 1964, l'astrophysicien soviétique Nikolai Kardashev proposa une classification des civilisations basée sur leur consommation d'énergie. Une échelle qui transforme la science-fiction en possibilités concrètes. Une civilisation de type 1 peut exploiter toute l'énergie disponible sur sa planète. L'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie des océans et des vents, tout. L'humanité n'a même pas encore atteint ce niveau. Nous sommes à environ 73% du chemin vers le type 1. Nous brûlons encore des combustibles fossiles comme des primitifs. Mais dans un siècle ou deux, si nous ne nous autodétruisons pas, nous pourrions y arriver. Une civilisation de type 2 va beaucoup plus loin. Elle maîtrise l'énergie de son étoile tout entière. Pas seulement la lumière qui tombe sur sa planète, mais toute la production d'énergie de son soleil. Comment ? En construisant une sphère de Dyson, une structure gigantesque qui enveloppe complètement l'étoile pour capter chaque photon qu'elle émet. Une telle construction serait visible à des distances énormes, détectable, impossible à manquer. Et une civilisation de type 3 ? Elle contrôle l'énergie de sa galaxie entière, 100 milliards d'étoiles à sa disposition, des ressources à une échelle qui rend nos plus grandes réalisations aussi insignifiantes que des châteaux de sable face à un tsunami. Une telle civilisation pourrait coloniser des millions de systèmes stellaires, voyager entre les étoiles aussi facilement que nous traversons un océan, façonner des planètes, manipuler l'espace-temps lui-même. Rien dans les lois de la physique n'interdit l'existence de civilisations de type 2 ou 3. C'est juste une question de temps et de survie. Si une civilisation persiste assez longtemps, si elle surmonte les obstacles, elle grimpe l'échelle de Kardashev. Et voici le problème qui nous ramène au paradoxe de Fermi. Une seule civilisation de type 2 dans notre galaxie serait évidente. Nous la verrions. Ses constructions titanesques perturberaient la lumière des étoiles. Ses émissions d'énergie produiraient des signatures thermiques massives. Une civilisation de type 3, toute la galaxie serait transformée. Impossible à manquer. Pourtant, quand nous observons le cosmos, nous ne voyons rien de tel. Pas de sphère de Dyson, pas de structures artificielles, pas de galaxies modifiées, juste des étoiles qui brûlent, comme elles le font depuis des milliards d'années. Le vide persiste, et ce vide commence à ressembler à un avertissement. Certains scientifiques pensent qu'il existe une explication terrifiante à cette absence. Ils l'appellent le grand filtre. L'idée est simple mais glaçante. Quelque part sur le chemin qui mène d'une planète stérile à une civilisation galactique, il y a un obstacle, un mur si haut, si infranchissable, que presque aucune forme de vie ne peut le surmonter. Un filtre qui élimine les civilisations avant qu'elles ne puissent devenir visibles à l'échelle cosmique. Robin Hanson, un économiste, a formalisé cette idée en 1996. Il a listé tous les grands pas qu'une civilisation doit franchir. La formation d'une planète habitable, l'apparition de la vie, l'évolution vers des organismes complexes, le développement de l'intelligence, la création de technologies, la capacité de coloniser d'autres mondes. Chacune de ces étapes pourrait être le filtre, un goulot d'étranglement si étroit que la majorité de la vie ne passe jamais de l'autre côté. Imaginons que le grand filtre se trouve au tout début. L'apparition de la vie elle-même pourrait être un événement d'une rareté stupéfiante. Sur Terre, la vie est apparue relativement vite après la formation de notre planète.
quelques centaines de millions d'années seulement, ce qui suggère que, dans les bonnes conditions, la vie émerge facilement. Mais ces bonnes conditions sont-elles aussi communes que nous le pensons ? Le saut de la chimie inerte vers la biologie autoréplicative nécessite-t-il un coup de chance d'1 sur 1000 milliards ? Ou alors, le filtre se situe plus tard, l'évolution de la vie simple vers la complexité. Sur Terre, les bactéries ont dominé pendant des milliards d'années avant que les premiers organismes multicellulaires n'apparaissent. Des milliards d'années de stagnation. Et cet événement ne s'est produit qu'une seule fois dans toute l'histoire de la vie terrestre. Toute la vie complexe sur notre planète, chaque plante, chaque animal, chaque champignon, descend de cette unique transition évolutive. Si cette transition est aussi rare qu'elle le semble, alors l'univers pourrait grouiller de bactéries, mais être désespérément vide de toute vie complexe. Des océans microbiens sur 1 million de mondes, mais pas un seul être capable de regarder les étoiles. Ou alors, le filtre pourrait être l'intelligence elle-même. L'évolution de cerveaux capables de pensée abstraite, de langage, de technologie. Sur Terre, cela a pris 4 milliards d'années. Et même ainsi, l'intelligence de niveau humain n'est apparue qu'une seule fois. Les dauphins sont brillants, mais ils ne construisent pas de radiotélescopes. Les corbeaux fabriquent des outils, mais pas des ordinateurs. Nous sommes seuls dans cette catégorie sur notre propre planète. Pourquoi ? Est-ce un hasard extraordinaire ? Ou l'intelligence est-elle simplement un avantage évolutif, moins utile que nous le croyons ? L'univers serait alors rempli de mondes où la vie prospère, évolue, se diversifie, mais où personne ne lève jamais les yeux vers le ciel en se demandant ce qui se trouve au-delà. Mais voici la partie vraiment terrifiante. Si le grand filtre n'est pas derrière nous, alors il est devant. Et ça, c'est une nouvelle qui glace le sang. Car cela signifierait que nous n'avons pas encore atteint l'obstacle, que quelque chose attend l'humanité, une barrière que presque personne ne franchit. Les civilisations finissent-elles toujours par s'autodétruire ? Épuisent-elles leurs ressources ? Polluent-elles leur planète jusqu'à l'inhabitabilité ? Se lancent-elles dans des guerres nucléaires qui anéantissent tout ? Ou existe-t-il un danger que nous ne pouvons même pas imaginer ? Une catastrophe cosmique qui frappe toutes les civilisations avancées comme une horloge. Le philosophe Nick Bostrom, de l'université d'Oxford, a dit quelque chose de profondément dérangeant. L'absence de réponse cosmique est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que si nous découvrions ne serait-ce qu'une bactérie fossilisée sur Mars, ce serait potentiellement catastrophique. Cela signifierait que l'apparition de la vie n'est pas le grand filtre, que le filtre est encore devant nous. Et si nous trouvions des fossiles d'organismes complexes sur Mars, Bostrom affirme que ce serait, de loin, la pire nouvelle jamais imprimée sur la couverture d'un journal, car cela prouverait que le grand filtre attend toutes les civilisations avancées, que notre extinction est pratiquement garantie. Nous vivons donc dans un paradoxe atroce. Nous cherchons désespérément des signes de vie dans l'univers, mais trouver cette vie pourrait sceller notre destin. Le vide cosmique, aussi troublant soit-il, pourrait être notre meilleure chance de survie. Mais cette absence a-t-elle une autre explication ? La Terre est-elle simplement spéciale ? En l'an 2000, 2 scientifiques ont publié un livre qui a secoué la communauté astrobiologique. Peter Ward, paléontologue, et Donald Brownlee, astronome, ont proposé l'hypothèse de la Terre rare. Leur argument ? La vie simple, microbienne, pourrait être commune dans l'univers. Mais la vie complexe, multicellulaire, intelligente, nécessite un alignement de facteurs si improbables que la Terre pourrait être unique dans toute la galaxie. Réfléchissons à ce qui rend notre planète si extraordinaire. D'abord, notre position dans la galaxie. Nous orbitons dans ce qu'on appelle la zone habitable galactique, un anneau situé ni trop près ni trop loin du centre de la Voie lactée. Trop près du centre, et les radiations intenses des étoiles massives et des trous noirs supermassifs stériliseraient toute vie. Trop loin, et il n'y aurait pas assez d'éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses. Nous sommes dans la zone boucle d'or galactique, juste ce qu'il faut. Ensuite, notre étoile. Le Soleil est une naine jaune stable, de type G. Pas trop chaude, pas trop froide, avec une durée de vie suffisamment longue pour que la vie complexe ait le temps d'évoluer. Les étoiles plus massives brûlent trop vite. Les plus petites, les naines rouges, bombardent leur planète de radiation mortelle. Notre Soleil est parfait. Pur hasard ou condition extrêmement rare ? Puis il y a Jupiter. Ce géant gazeux massif orbite loin de nous, mais son influence est capitale. Jupiter agit comme un aspirateur cosmique, attirant ou déviant les astéroïdes et les comètes qui autrement bombarderaient la Terre. Sans Jupiter, notre planète aurait subi tellement d'impacts cataclysmiques que la vie complexe n'aurait jamais eu la chance d'évoluer. Nous devons notre existence à ce gardien silencieux dans l'espace lointain. Et que dire de la Lune ? Notre satellite naturel est anormalement grand par rapport à la Terre. Il stabilise l'axe de rotation de notre planète, maintenant notre climat stable sur des millions d'années. Sans la Lune,
l'axe terrestre oscillerait sauvagement, provoquant des variations climatiques extrêmes qui rendraient l'évolution de la vie complexe presque impossible. La Lune s'est formée suite à une collision titanesque entre la Terre primitive et un objet de la taille de Mars. Un accident cosmique d'une violence inouïe. Quelle est la probabilité qu'un tel événement se produise ailleurs ? La tectonique des plaques. Ce processus unique à la Terre où la croûte terrestre se brise en morceaux, qui bougent, s'entrechoquent, plongent les uns sous les autres. Ce recyclage géologique régule le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, maintenant la température planétaire stable sur des échelles de temps géologiques. Sans tectonique des plaques, la Terre serait probablement devenue une étuve ou une glacière. Ward et Brownlee ont listé des dizaines de ces facteurs. Le champ magnétique terrestre qui nous protège du vent solaire, l'atmosphère épaisse mais pas trop, la présence d'eau liquide en abondance, la distance parfaite au Soleil, la composition chimique de notre planète, l'absence d'événements d'extinction totale. Chacun de ces éléments semble nécessaire, et chacun semble incroyablement rare. Multipliez toutes ces improbabilités ensemble, et vous obtenez un nombre si petit qu'il suggère que les planètes comme la Terre pourraient être séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière. Nous serions alors effectivement seuls, non pas à cause d'un filtre qui nous attend, mais simplement parce que les conditions pour créer une civilisation sont d'une rareté cosmique. Cette idée est réconfortante et terrifiante à la fois. Réconfortante car elle signifie qu'il n'y a pas de catastrophe universelle qui nous attend. Terrifiante car elle implique une solitude absolue dans un univers vaste, au-delà de toute compréhension. Mais que se passe-t-il si nous nous trompons complètement ? Et si les extraterrestres existent, mais choisissent délibérément de se cacher ? Cette possibilité nous mène vers deux des hypothèses les plus fascinantes et les plus inquiétantes du paradoxe de Fermi. L'hypothèse du zoo et l'hypothèse de la forêt sombre. L'hypothèse du zoo a été proposée en 1973 par l'astronome John Ball. L'idée est simple, mais dérangeante. Nous ne sommes pas seuls. Les extraterrestres existent. Ils savent que nous sommes là. Mais ils ont décidé de ne pas nous contacter. Pourquoi ? Pour la même raison que nous créons des réserves naturelles et que nous évitons de contacter les tribus isolées. Ils nous observent. Ils étudient notre développement. Mais ils ne veulent pas interférer. La Terre serait une sorte de parc safari cosmique, et nous serions les animaux en observation. Une civilisation galactique avancée, ou un consortium de civilisations, aurait établi une règle, ne pas déranger les espèces primitives. Laissez-les évoluer naturellement. Ne révélez votre présence qu'une fois qu'elles ont atteint un certain niveau de maturité technologique ou sociale. C'est la directive première de Star Trek devenue réalité. Ball lui-même a admis que cette hypothèse est psychologiquement déplaisante. Personne n'aime l'idée d'être un spécimen de zoo. Mais elle reste une explication plausible du vide cosmique. Le problème ? Elle nécessite que toutes les civilisations avancées respectent cette règle. Qu'aucune ne soit tentée de nous contacter, de nous conquérir, ou simplement de dire bonjour. C'est possible, mais cela exige un niveau de coordination et de consensus galactique difficile à imaginer. Et puis il y a l'hypothèse de la forêt sombre. Cette idée, popularisée par l'auteur chinois Liu Cixin dans son roman La forêt sombre, est beaucoup plus sinistre. Imaginez l'univers comme une forêt obscure. Dans cette forêt, chaque civilisation est un chasseur armé qui se déplace silencieusement entre les arbres. Le chasseur ne connaît pas les intentions des autres. Sont-ils amicaux ? Hostiles ? Vont-ils attaquer ? Dans cette incertitude totale, la seule stratégie rationnelle est de frapper en premier. Si vous détectez une autre civilisation, vous la détruisez avant qu'elle ne vous détruise. C'est brutal, mais c'est de la théorie des jeux purs. Dans un univers où la communication entre civilisations est lente à cause des distances immenses, où vous ne pouvez jamais vraiment connaître les intentions de l'autre, où une attaque préventive garantit votre survie, le mutisme devient la seule option viable. Selon cette hypothèse, l'univers grouille de civilisations, mais toutes restent muettes, cachées dans l'ombre, terrifiées à l'idée d'être découvertes. Celles qui font du bruit, qui diffusent leur présence, qui crient dans le vide cosmique, sont rapidement éliminées par des civilisations plus prudentes et plus paranoïdes. La forêt sombre expliquerait parfaitement ce vide terrifiant, mais elle transforme aussi l'humanité en cible. Nous diffusons des signaux radio depuis près d'un siècle. Nous avons envoyé des messages délibérés vers les étoiles. Nous crions notre présence dans la forêt sombre. Sommes-nous des idiots naïfs qui viennent de signer notre arrêt de mort ? Ou cette hypothèse est-elle trop pessimiste, trop ancrée dans nos propres peurs humaines de l'autre ? Les scientifiques débattent férocement. Certains soulignent que si toutes les civilisations pensaient ainsi, aucune n'aurait jamais évolué pour devenir spatiale. D'autres rétorquent qu'il suffit d'une seule civilisation hostile dans la galaxie pour que le mutisme soit la stratégie optimale pour tous les autres. Une seule, et nous ne pouvons pas prendre ce risque. Le débat fait rage, et pendant ce temps,
nos signaux radio continuent de se propager dans l'espace à la vitesse de la lumière, atteignant de plus en plus d'étoiles chaque année. Alors, que faisons-nous ? Comment cherchons-nous la vérité au milieu de toutes ces théories ? La réponse est SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Depuis plus de 60 ans, des scientifiques pointent des radiotélescopes vers les étoiles, écoutant patiemment dans l'espoir de capter un message. Le premier effort sérieux fut le projet OSMA en 1960, dirigé par Frank Drake lui-même. Pendant 2 mois, Drake a pointé un radiotélescope vers 2 étoiles proches. Il n'a rien trouvé, mais il avait ouvert la voie. Depuis, les recherches se sont multipliées et intensifiées. Le programme SETI at Home a recruté des millions de volontaires dans le monde entier qui ont prêté la puissance de calcul de leurs ordinateurs personnels pour analyser des données radio de l'observatoire d'Arecibo. Pendant 21 ans, ce projet a filtré des milliards de signaux, 12 milliards de détections initiales, réduites à environ 1 million de candidats, puis à 100 signaux qui méritent un examen approfondi. Les résultats définitifs ? Aucun signal confirmé d'origine extraterrestre. Tout peut être expliqué par des interférences radioterrestres ou des phénomènes naturels. En 2015, l'initiative Breakthrough Listen a été lancée avec un financement de 100 millions de dollars sur 10 ans. Elle utilise les radiotélescopes les plus puissants du monde pour scanner des millions d'étoiles et des centaines de galaxies. Plus de données que tous les programmes SETI précédents combinés. Et toujours rien. L'absence persiste. Mais les chercheurs SETI ne se découragent pas. Ils soulignent que nous avons à peine commencé à gratter la surface. L'univers est vaste. Les fréquences radio possibles sont innombrables. Nous avons cherché au mauvais endroit, à la mauvaise fréquence, au mauvais moment. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte de foin a la taille d'une galaxie et que nous ne savons même pas à quoi ressemble l'aiguille. Aujourd'hui, SETI élargit sa recherche. Au-delà des ondes radio, les scientifiques cherchent des signaux optiques, des lasers interstellaires. Ils recherchent aussi des technosignatures, des preuves indirectes de civilisations avancées. Pollution atmosphérique sur des exoplanètes, mégastructures comme les sphères de Dyson, signatures thermiques anormales. La technologie progresse. Les télescopes deviennent plus puissants. L'intelligence artificielle nous aide à trier les données plus rapidement. Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, nous trouverons enfin quelque chose. Ou nous continuerons à écouter ce vide, encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions enfin que nous sommes vraiment seuls. Mais le grand filtre, la terre rare, le zoo et la forêt sombre ne sont pas les seules explications possibles. Les civilisations avancées pourraient transcender le physique, téléchargeant leur conscience dans des mondes virtuels où l'existence est infiniment plus riche que l'exploration spatiale. Pourquoi parcourir la galaxie quand vous pouvez créer des univers infinis dans un ordinateur ? La communication interstellaire est peut-être tout simplement impossible en pratique. Les distances écrasent les signaux. Le temps dilue les messages. Les civilisations existent, mais restent à jamais isolées, des îles perdues dans l'océan cosmique. Les extraterrestres communiquent peut-être par des moyens que nous ne pouvons pas détecter. Neutrinos, ondes gravitationnelles, dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Nous écoutons à la radio pendant qu'ils parlent en quantique, ou nous sommes simplement les premiers. Dans les 13 milliards d'années d'histoire de l'univers, quelqu'un doit être le pionnier. Les premières étoiles ne contenaient pas assez d'éléments lourds pour former des planètes habitables. L'univers devait mûrir. Nous serions alors les anciens, les premiers-nés de la galaxie. Le voyage interstellaire lui-même pourrait être le véritable obstacle. Les distances sont si monumentales, les énergies requises si colossales, que même les civilisations avancées ne peuvent pas les surmonter. Voilà le cœur du problème. Nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Impossible de tirer des conclusions définitives à partir d'un échantillon de 1. Pourquoi tout cela est-il important ? Parce que la réponse détermine notre avenir. Si le grand filtre est derrière nous, l'univers nous appartient. Nous pourrions coloniser la galaxie, persister pendant des millions d'années. Mais si le filtre est devant nous, nous devons identifier la menace. Autodestruction nucléaire ? Effondrement climatique ? Intelligence artificielle incontrôlable ? Pandémie globale ? Le vide cosmique pourrait être un avertissement. Si d'autres civilisations ont échoué, nous devons comprendre pourquoi. Et si l'hypothèse de la Terre rare est correcte, si nous sommes vraiment seuls, alors nous portons un fardeau extraordinaire, la seule conscience de l'univers, les seuls êtres capables de contempler les étoiles et de comprendre ce qu'elles signifient. Si nous disparaissons, la lumière de l'intelligence s'éteint, pour toujours. Le paradoxe de Fermi n'est pas seulement une question sur les extraterrestres, c'est un miroir qui nous renvoie notre propre reflet, notre fragilité, notre solitude, notre responsabilité. Nous continuons donc à chercher. Nous pointons nos télescopes vers les étoiles. Nous écoutons le vide en espérant qu'un jour, quelque part, quelqu'un répondra. Ou nous accepterons que dans cet univers ancien et immense,
Nous sommes un accident magnifique, une étincelle de conscience dans l'obscurité. Et cette étincelle doit survivre. Si cette exploration du plus grand mystère de l'humanité vous a fasciné, abonnez-vous à la Science Assoupie et mettez un j'aime. Où sont-ils tous ? Nous ne le savons toujours pas. Mais continuez à chercher, c'est ce qui fait de nous des humains.